Également Yann Chantrel, bonjour. Bonjour. Sénateur socialiste des Français de l'étranger. Alors voilà, le groupe socialiste demeure malgré les différentes motions, malgré le fait qu'il y a pu avoir voilà, l'opposition qu'on a vue entre Éric Kerrouche et Patrick Kanner. Ça va, c'est derrière vous ? Oui, c'est derrière nous. Après, nous, vous savez, on est un groupe d'opposition ici dans cette Chambre et on va faire notre travail d'opposition qui propose aussi, de proposition par rapport à un projet qui est très différent de celui de la droite. Et c'est ça qu'on a à cœur. Les socialistes peuvent avoir des fois des petites histoires de famille, mais il y a quand même l'essentiel qui nous rassemble, heureusement, et on le prouvera lors de la session qui s'ouvre pour être intransigeant des combattants féroces aussi de la politique du gouvernement, qui est soutenue en grande partie par cet hémicycle, par le Sénat. Et donc, vous pouvez être sûr qu'en tout cas, on sera des parlementaires de combat, en tout cas. Vous avez les yeux braqués sur le projet de loi immigration, déjà ? Oui, absolument, puisque ça, c'est pour nous vraiment, on va dire, l'opposition frontale qu'on aura sur ce projet-là, parce qu'on a de nombreux désaccords. C'est un projet de loi immigration, déjà, qui n'est pas très utile, je pense. C'est vraiment très clientéliste, électoraliste, par rapport à l'extrême droite. C'est des appuis appuyés à l'extrême droite. Je pense que c'est un texte de division même pour le pays, qui est vraiment nocif. Je pense qu'il faut qu'à un moment donné qu'on arrête de parler de ce sujet, qui est pour le coup, je pense, un non-sujet. Quand on regarde réellement les chiffres dans le détail, ça n'est pas un sujet de préoccupation. Le sujet de préoccupation de nos compatriotes et des élus qu'on est allés voir, c'est pouvoir d'achat, désertification médicale, l'éducation. Ça, c'est des sujets au cœur des préoccupations quotidiennes de nos compatriotes. Et c'est sur ça que nous devons intervenir et apporter des réponses. Ce n'est pas sur le sujet de l'immigration ou qui va donner lieu à des débats, à mon avis, qui n'est pas à l'honneur de notre pays. Chantrel, qu'est-ce que ça vous inspire, cette longévité de Gérard Larcher ? Car bon, on ne va pas jouer le suspense outre mesure. A priori, il devrait être réélu. C'est quoi le secret de Gérard Larcher pour durer à ce point-là au sein de l'hémicycle du Sénat ? On sait qu'il est aussi apprécié par les oppositions. Oui, il va finir par devenir une institution à lui tout seul, représenter le Sénat. Alors après, il faut voir que le Sénat déjà a un mode de sélection très différent de scrutin que l'Assemblée nationale. Oui. Ce qui peut expliquer aussi ce type de longévité. Moi, personnellement, je suis plutôt pour le non-cumul dans le temps. Donc je ne vais pas défendre le fait d'être 40 ans en poste. Je pense qu'au contraire, notre pays... Et d'ailleurs, il y a eu une part de renouvellement au niveau des élections qui viennent de se dérouler. La preuve, pour regarder ceux qui sont au bureau d'âge, il y en a 5 qui sont de gauche sur 6. Donc ça donne quand même aussi que le renouvellement est aussi du côté de la gauche, à un moment donné, et qu'il y a une forme de renouvellement. Donc moi, je salue bien sûr la longévité du président du Sénat, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin et on devrait nous-mêmes peut-être donner l'exemple dans des non-cumuls dans le temps. Il y a le non-cumul, déjà, qui est une très bonne chose, qui est une avancée, même s'il y a des forces qui vont à l'encontre de ça. Vous ouvrez le débat sur le non-cumul dans le temps pour Gérard Larcher ? Je pense qu'à un moment donné, il faut... pas pour Gérard Larcher spécifiquement, pour l'ensemble des parlementaires. Je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut aller. C'est-à-dire qu'être élu, c'est un passage, ça n'est pas un métier en soi. On représente nos concitoyens et concitoyennes pendant un laps de temps et il faut permettre à d'autres de le faire. C'est ça le non-renouvellement dans le temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est sain. Dans plein de démocraties, vous avez un renouvellement assez régulier de nos représentants. Et je pense que ça serait à l'honneur de notre institution et du débat politique, on mettra dans le débat, on fera même des propositions dans ce sens, de permettre ça. Yann Chantrel, sans rentrer forcément dans un débat de fiscalité, on est aussi dans un contexte, effectivement, où on a pu voir quand même certaines crispations entre le gouvernement et les élus locaux ces dernières semaines, ces dernières années. Ça date pas d'Emmanuel Macron, je veux dire des crispations entre le gouvernement et les élus locaux. Il y en avait eu sous François Hollande, il y en avait eu sous Nicolas Sarkozy. Après, les crispations, elles ne sont pas que vis-à-vis des élus locaux. Elles sont vis-à-vis des Français, parce qu'il y a une pratique du pouvoir très verticale de la part du président de la République. Elle est verticale vis-à-vis des Français, mais elle est verticale aussi vis-à-vis des élus locaux. Et contrairement à ce qu'on dit, on a assisté à une sorte de recentralisation à travers la suppression de la taxe d'habitation. Vous dites être attaché à l'autonomie. Ça n'est pas un acte d'autonomie, c'est plutôt tout le contraire. Et d'où le fait que certaines municipalités essayent de trouver de l'argent ailleurs, avec d'autres moyens. Donc il ne faut pas les accuser eux, c'est plutôt la centralisation qu'il faut accuser, parce que la compensation, elle a eu lieu. Mais quand vous voyez l'inflation qui galopante, il faut la compenser beaucoup plus que la manière dont elle a été compensée au début, parce que ça augmente sans cesse. Et puis l'autonomie faisait qu'on pouvait l'augmenter aussi. Donc là, clairement, je pense que les élus ne sont pas contents
par rapport à ça, parce que c'est des pouvoirs que leur sont régnés. Ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont effectivement une charge très importante. Ils ne sont pas suffisamment reconnus, d'où le fait qu'il faut défendre un véritable statut de l'élu. Tout à l'heure, je parlais de non-cumul dans le temps. Mais tout ça doit aller aussi avec des vrais statuts pour qu'on puisse se réinsérer aussi dans la société, que ça soit une passerelle, que ce ne soit pas un métier de faire de la politique. Et ceux qui n'en font pas un métier, parce qu'ils ne peuvent pas s'en permettre, c'est justement nos élus locaux. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de garanties ou d'aide, parce que contrairement, c'est très difficile d'être un élu local. Il n'y en a plus beaucoup qui veulent le faire, justement. On peut avoir potentiellement une crise de vocation. Exactement. Ce sont des retraités parce qu'ils ont des revenus. Voilà, il faut que ça puisse être aussi à l'image de la société, sociologiquement. Donc ça, c'est important aussi qu'on y travaille. Et je pense que sur l'ensemble des bancs de cette Assemblée, je pense qu'on a la possibilité aussi de trouver des accords pour aller dans ce sens-là et renforcer justement les pouvoirs et aussi les conditions d'exercice du mandat pour les élus locaux. Bon, c'est un sujet sur lequel il peut y avoir des consensus qui peuvent naître. Je pense qu'il y a beaucoup de postures et peu de travail de fond. Et c'est ce que moi j'ai trouvé au Sénat quand je suis arrivé il y a 6 ans. Il y a ce travail vraiment on écrit correctement la loi, on essaie qu'elle ne soit pas bavarde. Et d'ailleurs, on voit 80% des amendements qui sont présentés au Sénat se retrouvent dans la loi in fine, après les CMP ou après une deuxième lecture. Donc on voit qu'il y a un vrai travail de fond du Sénat. Yann Chantrel. Oui, déjà le fait, quand on a 2 chambres, l'intérêt c'est qu'elles ne soient pas identiques. Il faut qu'elles soient différentes, sinon il y a peu d'intérêt d'en avoir 2. Donc c'est le cas, effectivement, et ça n'empêche pas, en tout cas, d'avoir, et j'en ai avec mes collègues, des oppositions très fortes sur le fond. On peut se respecter humainement et avoir des oppositions frontales sur le fond, et on en a aussi, même si on arrive... Quand on parle de toute façon, on en a parlé tout à l'heure sur les élus locaux, comme vous voyez, il peut y avoir aussi des choses qui dépassent les clivages politiques, effectivement, parce que là, c'est des choses très concrètes qui concernent justement les élus locaux. Mais sur d'autres sujets, par exemple, celui qui a été évoqué sur l'immigration, je peux vous dire que le débat, il sera dur. Il sera dur, il sera frontal, comme il l'a été d'ailleurs sur les retraites, où c'était un vrai clivage gauche-droite, finalement. C'est ce qui manque peut-être aussi à notre pays, parce que Emmanuel Macron a fait... C'est la chambre du retour du clivage gauche-droite, le Sénat. Très dangereuse de faire croire que la gauche et la droite, c'était la même chose, et de désigner ainsi ce que disait l'extrême droite depuis 30 ans. Et il disait UMPS, il a repris les mots de l'extrême droite, ce qui est totalement faux. Et quelque part, il en a fait les seuls opposants. Il avait même dit, quand il a été élu, vous verrez, dans 5 ans, il n'y aura plus aucune raison de voter pour l'extrême droite, ça a explosé. Ils ont fait plus de 40%. Donc s'il peut y avoir un vrai clivage gauche-droite, c'est dans cette chambre, justement, c'est au Sénat. Et je pense que ça, il est utile, il est nécessaire pour notre pays, parce que la passerelle pour l'extrême droite, c'est quand on dit que les deux sont les mêmes, parce que ça n'est pas vrai d'une part. Et ça, c'est terriblement dangereux, parce que vous préparez le terrain potentiellement à une seule opposition qui serait celle de l'extrême droite. Et ça, c'est terrible pour notre pays. Et il faut briser ça. Et j'espère que nous reviendrons progressivement lors de la prochaine élection présidentielle, puisque Édouard Philippe, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il est de droite, lui. En tout cas, il s'en est jamais caché. Ce qui nous permettra peut-être, si c'est lui le candidat, ce que certains espèrent, parce qu'on voit aussi le jeu de chaise musicale, parce que LR perd aussi des gens, parce qu'il ressemble. Jean-Marc a dit qu'il appartenait à votre famille politique. Il est macroniste. De il l'a quitté. Retrouver ce débat, finalement, structurel de la vie politique française. Mais on peut pas laisser dire aussi que...